Alors bonjour et bienvenue à Board Game Duel, un podcast sur les jeux de société. Et oui, un autre. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Board Game Duel, c'est quoi? C'est un podcast où à chaque épisode, le concept c'est qu'on va avoir un thème et chacun de nous va vous présenter un jeu en lien avec ce thème-là et les jeux vont s'affronter dans un duel et ça va être à vous les auditeurs de déterminer qui a gagné le duel, quel est le jeu que vous avez le plus envie de jouer. Et pour notre premier épisode, on a décidé de se présenter un peu. Donc, pour le duel, ça va être le duel de nos deux jeux préférés. Donc, de mon côté, je vais vous présenter Guards of Atlantis 2. Et toi, Vincent? Et moi, de mon côté, je vais défendre Sight. On va garder ça pour plus tard, par contre. Ça, c'était juste le petit teaser sur qu'est-ce qui va être notre plat principal. Mais en entrée... Comme tout bon podcast de jeux de société qui se respecte, on va vous parler de c'est quoi les jeux qu'on a joués récemment. Donc cette semaine, le jeu qu'on a joué ensemble, c'est Paladins of the West Kingdom, ou les Paladins du Royaume de l'Ouest, de l'auteur Shem Phillips et S.J. McDonald, et publié par les maisons d'édition Garfield Games. Est-ce que tu veux nous décrire un peu le jeu, Vincent? Oui, ben dans le fond, le jeu, c'est un mélange de worker placement avec un petit engine builder derrière, où dans le fond, on va essayer d'accumuler des points en faisant différentes actions, en plaçant dans le fond nos workers sur notre board, qui vont chacun nous permettre de faire différentes actions. On va gagner, dans le fond, différents workers en fonction du paladin qu'on va avoir sélectionné en début de tour. Puis dans le fond, à chaque début de tour, on va avoir un pool de workers qu'on place sur notre board, puis ça va nous permettre d'effectuer différentes actions. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec au fur et à mesure que le jeu avance, on améliore ces actions-là, qui vont nous donner plus de ressources à chaque fois qu'on va le faire. Ce qui est vraiment la twist, puis ce qui fait le jeu, en fait, c'est qu'il y a trois comme espèces de stats principales, là, la vertu, la force militaire et l'influence, et que la plupart des actions, en fait, vont nécessiter d'avoir un certain niveau de une des stats et vont permettre de monter le niveau de l'autre stats. Puis à la fin de la partie, une bonne portion des points qu'on va gagner, en fait, c'est à quel point que ces stats-là vont avoir été montés pendant la partie. Donc, on veut être un peu bon dans tout, mais on peut pas. Il faut absolument se spécialiser. Mais pour se spécialiser, il faut au moins être un peu bon dans un autre, la première stat pour être capable de se monter dans la deuxième. Puis bien sûr, le paladin qu'on choisit à chaque tour va venir monter une de ces stats-là aussi, donc va nous permettre d'aller chercher des actions qu'on serait peut-être pas capable d'aller chercher si on n'avait pas ce paladin-là. Donc, il faut gérer ça aussi au cours de la partie. C'est aussi un jeu qui joue un peu plus de façon individuelle. Il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Fait que, il n'y aura pas de moment où est-ce que ton opposant va te faire un coup de cochon et que tu ne seras pas capable de répondre et que tu vas être paralysé pour un tour. Tu as toujours des options à chaque tour. Fait que tu joues ton jeu individuel. Il n'y aura pas beaucoup d'interaction avec les autres joueurs. Mais ça fait que justement, tu es libre de t'organiser comme tu veux. Mais on entend souvent ça à propos de ce jeu-là, mais il y a quand même il y a des spots qui sont communs puis qui peuvent être contestés, là. Dans le fond, deux des actions nous permettent de bâtir des bâtiments qu'on va aller placer sur des spots communs puis qui donnent des bonus au moment où ce que tu places le bâtiment là. Donc, il y a une certaine compétition pour être le premier à arriver là puis avoir le bonus de son choix. Il y a certaines actions qui vont se débloquer au fur et à mesure que la partie avance puis qui sont disponible aux deux joueurs, contrairement à la plupart des actions qui sont sur son propre board. Donc il y a un petit peu de compétition quand même, mais c'est vrai qu'on est souvent à regarder notre petite affaire, essayer de maximiser notre puzzle sans trop regarder ce que l'autre fait, puis quand ça donne, ben là, tu y voles son spot, là, mais c'est pas ça qui va faire le jeu, là. C'est pas si vous aimez ça, les jeux interactifs, puis bloquer vos amis, ce sera peut-être pas un jeu pour vous. Ouais, parce que pendant notre game, il y avait surtout une carte, je pense, où vraiment on a voulu se battre un peu plus, là. La carte qu'on pouvait obtenir 3 meeples blancs pour un meeple mauve.
Parce que sinon, on se laissait quand même... on avait quand même le champ libre pour faire ce qu'on voulait. Il y a une fois ou deux que j'ai sacré parce que t'as pris le spot que je voulais avec les bâtiments. Ah, Mais oui. Donc c'est ça, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on a joué aussi à Jixia Academy, ou aussi connu sous le nom de Hanami Koji, de l'auteur, vous pardonnerez mon japonais, mais Kota Nakayama, et publié par la maison Emperor S4. Donc, dans Jixia Academy, on cherche à gagner la faveur d'érudits, c'est ça. Donc, d'érudits chinois. Il y a, je crois, 6 différents érudits qui ont tous un niveau, là, donc soit 2, 3, 4 ou 5. Et ça indique aussi le nombre de fois que leur carte se retrouve dans le deck du jeu. Et c'est un jeu de gestion de main, en fait. Pour un round de la partie, chacun des deux joueurs va avoir seulement 4 actions pour le round. Et c'est toujours, dans le fond, c'est un peu... c'est à double tranchant, dans le fond. À toutes les fois que tu vas faire une action, il y en a comme juste 2 qui sont vraiment juste à toi puis qui font qui t'impactent juste toi. Il y en a une, c'est conserver une carte qu'on va pouvoir utiliser plus tard ou en jeter 2. Mais les 2 autres, c'est à double tranchant où tu donnes un choix à l'autre joueur. Fait que ça, c'est quand même une dynamique intéressante parce qu'il faut que tu pèses un peu le pour et le contre. Il faut que tu décides qu'est-ce qui va être intéressant pour ton adversaire, mais pas trop en même temps parce que toi, tu veux garder certaines cartes. Fait que c'est quand même cool comme dynamique parce que faut que tu penses un peu à qu'est-ce que ton adversaire va vouloir. Fait qu'il y a un peu de mind game derrière. Ouais, c'est ça, En anglais, ils appellent ça le I split you choose, là. Donc, je coupe, tu choisis ton poison un peu parce que, dans le fond, ce que tu veux essayer de faire, c'est de donner toujours un mauvais choix à ton adversaire, mais c'est lui qui prend en premier. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour qu'il te laisse de quoi de bon, puis, ou qu'il soit tenté par quelque chose pour aller chercher d'autres choses. Puis, après ça, c'est un peu du tug of war, là. Donc, chaque érudit, dans le fond, on va comparer le nombre de cartes qu'on a réussi à accumuler les deux joueurs. Si j'en ai plus que l'autre, l'érudit vient de mon côté. Et l'idée, c'est d'aller chercher 11 points ou 4 érudits. Donc, un petit jeu super facile à apprendre, qui se joue très rapidement. Ça le dit sur la boîte, là, 2 minutes pour apprendre, 10 minutes à jouer. Puis je pense que c'est assez vrai, là. Souvent, les boîtes de jeu vont nous mentir sur la durée d'une partie, mais pas dans ce cas-ci, là. C'est super facile de faire une partie, puis c'est très rare quand j'en ai joué seulement une, là. Quand je sors le jeu, d'habitude, c'est 2, 3 parties de suite parce que ça va tellement vite, puis là, quand t'as perdu, on dirait que tu veux prendre ta revanche tout de suite, là. Ouais. C'est un bon jeu que tu peux jouer en attendant que tout ton groupe arrive pour commencer un plus gros jeu. Oui, ou à la fin de la soirée, quand il y en a qu'il faut qu'ils partent plus tôt, puis que quelqu'un veut finir son verre, par exemple. Donc, c'était Jixia Academy. Et finalement, on a aussi joué à The Crew, The Quest for Planet 9, de Thomas Singh et des éditions Cosmos. Donc, The Crew, c'est quoi? C'est un jeu de levée. Donc, si vous avez déjà joué à la Dame de pique ou au 500, c'est un peu le même principe. Mais la twist, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc, on est tous ensemble contre le jeu. Et dans le fond, il y a différents scénarios. Dans la boîte, il y a 50 missions différentes. Et les missions vont commencer très simples et devenir de plus en plus complexes. Mais l'idée, c'est qu'il va y avoir certaines cartes qui doivent être remportées par un joueur en particulier. Donc, par exemple, Vincent doit remporter la main, la levée qui contient le 3 bleu, et moi, je dois remporter celle qui a le 7 jaune. Mais évidemment, on n'a jamais le droit de communiquer c'est quoi qu'on a dans notre jeu. Ben, il y a une certaine forme de communication. C'est qu'à certains moments du jeu, avant qu'on joue des cartes, parfois on peut indiquer si on possède, on peut montrer, révéler une carte, puis indiquer si c'est la plus haute de la couleur, la plus basse de la couleur ou la seule de la couleur qu'on a dans notre main. Puis c'est une forme de communication assez limitée, mais qui des fois aussi dans certaines missions est encore plus limitée, où soit on n'a pas le droit de dire si la plus haute ou la plus basse, ou des fois les communications sont complètement brouillées, puis on peut pas rien révéler. Fait que c'est quand même cool parce que si on pouvait tous dire, ça serait trop facile. Puis là, ça ajoute la petite twist qui complique les choses, là. Puis
Puis il y a des missions qui sont quand même assez touchées, là. Essayer de ramasser, de faire 3 levées avec juste des 1, je dirais que c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Il faut absolument aller se vider des couleurs. Parce que, bien entendu, comme dans la plupart des jeux de levée, si la main commençait en bleu, ben si j'ai du bleu, je suis dans l'obligation de fournir. Mais c'est ça. Si j'ai pas de bleu, par contre, là, je peux me débarrasser de mes cartes de mes autres couleurs. Donc, si Vincent, par exemple, doit faire le 7 jaune, mais que moi j'ai seulement le 9 et le 8 jaune, ben je vais peut-être communiquer ça aux autres. Et collectivement, on va s'arranger pour que je puisse me débarrasser de ces cartes-là avant d'aller jouer en jaune pour que Vincent puisse remporter avec son 7. Fait que ça, c'est bien le fun. Des fois, c'est drôle parce qu'il y a des missions qu'on a l'impression qu'ils vont être difficiles puis qui se réussissent du premier coup sans trop se casser la tête. Puis on en a d'autres où finalement on les reprend 4-5 fois puis c'est pas facile. Mais encore là, la beauté de ce jeu-là, c'est que une mission, ça dure quoi, 5-10 minutes. Si on se plante, on rebrasse les cartes, on repasse les missions, puis on est reparti. Ouais, ça niaise pas. C'est un autre bon jeu qui joue quand même rapidement. Puis c'est un autre bon jeu en attendant que quelqu'un d'autre arrive. On fait quelques missions. Un coup que la dernière personne est arrivée, on sort le jeu, on sort la grosse boîte, puis on est parti. Donc voilà, c'était les jeux auxquels on a joué cette semaine. Donc, maintenant, on arrive au point où est-ce qu'on va se présenter un petit peu chacun son tour pour vous compreniez quel genre de joueur on est, moi et Sam. Donc, de mon côté, moi, je suis un joueur qui aime beaucoup les jeux de conflit. Vous allez voir dans mon top 5 tout à l'heure, là, j'aime beaucoup le contrôle de territoire, j'aime quand les armées se tapent dessus. Mais c'est pas non plus le genre de jeu avec lequel j'ai commencé à jouer au départ. Le premier jeu que j'ai joué depuis que, à force de grandir, j'ai joué comme tout le monde à Monopoly, à Clou et compagnie. Mais c'est quand j'ai joué pour la première fois au Chevalier de Table Ronde que j'ai compris c'est quoi un jeu de société moderne. Jeu coop, on a des interactions, on a plus à réfléchir, puis c'est qu'il n'y a plus juste la chance qui joue dans la balance, c'est que tu as vraiment une stratégie. C'est ça qui m'a accroché, dans le fond, dans les jeux de société modernes. Ouais, moi de mon côté, je dirais que j'ai toujours été gamer, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré puis que j'apprécie. Ce que j'aime des jeux de société, c'est beaucoup de pouvoir se dépasser puis d'être compétitif, mais dans une atmosphère détendue à la fois. Puis j'aime l'aspect social, là. C'est le fun d'être avec ses amis puis de jouer. C'est ça, je joue à beaucoup de sortes de jeux. Je dirais que, règle générale, j'aime plus quand c'est stratégique que quand c'est juste de la chance, si on veut. Bien que des fois, le hasard puis la chance, ça a sa place dans les jeux. J'aime pas ça quand ma stratégie est détruite par ça. Puis, il y en a qui pourraient dire que je suis mauvais perdant là-dessus des fois, mais... Il y en a qui pourraient dire ça, ouais. Il y en a qui pourraient dire ça. Ils se tromperaient pas. Donc c'est ça, j'ai commencé à jouer à des jeux plus modernes en 2007 à peu près. J'ai commencé à collectionner en 2012, plus sérieusement dans les 4-5 dernières années. Là, je suis rendu avec une collection un peu plus importante. J'ai une table de jeu. Je suis setupé à la maison pour apprécier ma collection. Oui, puis dans le fond, ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi et Sam, on a été colocataires pendant certaines années, pendant nos études. Puis c'était un peu lui qui montait la collection pendant que moi je profitais de tout ça. Ouais, j'étais quand même content d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Donc c'est ça pour notre profil de gamer, si on veut. On va passer maintenant à notre top 5 pour vous donner un peu plus de concret. Et donc on va passer rapidement sur le numéro 5 à 2. Puis après ça, ça va être la pièce de résistance, le duel entre nos deux numéros 1. De mon côté, mon numéro 5, c'est le jeu Gloomhaven de Isaac Childress et des éditions Cephalofair Games. Gloomhaven, c'est quoi? C'est un jeu de campagne inspiré un peu des jeux de rôle à la Donjon Dragon. Donc, chaque joueur va incarner un personnage différent et chaque personnage va vraiment avoir son style particulier et son deck de cartes personnelles. Et les cartes vont dicter qu'est-ce qu'on est capable de faire dans les donjons. Et donc, le but, c'est d'aller tuer tous les ennemis. Et on accumule l'expérience, notre personnage se développe, on devient de plus en plus fort.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la campagne, ce qui est important, c'est le groupe, c'est pas les personnages. Donc, nos personnages vont progresser, mais à un certain point, ils vont vouloir prendre leur retraite. On va se créer un nouveau personnage, une nouvelle classe. Ça nous permet de se réapproprier le jeu avec une vision un peu différente. Puis on progresse comme ça. Au fur et à mesure que la campagne avance, on débloque des nouveaux personnages, toujours du nouveau contenu à débarrer. Donc, ça devient une motivation pour y rejouer encore et encore. Je suis présentement à peu près au milieu de la campagne, puis je suis pas tanné même après 50 parties et plus. Donc, Gloomhaven, mon numéro 5. De mon côté, j'ai eu de la difficulté à choisir c'est quoi mon numéro 5 parce que j'hésite beaucoup entre deux jeux qui sont très similaires. Les deux, c'est des dungeon crawlers dans l'univers du mythe de Cthulhu. Je les ai aussi découverts les deux pendant la pandémie. C'était des jeux qui peuvent se jouer aussi solo. Je parle de Mansion of Madness, designé par Nicky Valence, qui est publié par Fantasy Flight Games, et de Cthulhu That May Die, qui a été designé par Rob Daviau et Eric Lang, qui ont été produits par Simon Games. Donc, les deux jeux, c'est ça. C'est des dungeon crawlers, mais ils vont tous les deux avoir vraiment leur saveur différente. Cthulhu That May Die, c'est vraiment un jeu où on va juste avancer, tuer des monstres, on a des petits objectifs, mais il n'y a pas une mécanique super poussée. Ce qui est intéressant du jeu, c'est plus la rejouabilité parce que tous les éléments du jeu sont modulaires. Quand on lance une partie, on choisit des personnages, on choisit un méchant, on choisit un scénario, puis tous ces morceaux-là vont changer d'une fois à l'autre. Ça fait que d'une partie à l'autre, c'est toujours différent. Puis c'est un jeu qu'on peut prendre en main assez rapidement. C'est assez simple, c'est ça. On arrive, on tue des monstres, le scénario finit. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, en fait. C'est vraiment... Moi, je décris ça un peu comme un film de série B, mais qui sait qu'il est un film de série B, fait que c'est bon. Oui, c'est avoué. On n'est pas là pour se casser la tête. On est dans le mythe de Cthulhu, oui, mais on est là pour battre des monstres. On n'est pas là pour investiguer. À l'inverse, Mansion of Madness, c'est là où, justement, il y a un côté beaucoup plus d'investigation qui est intéressant. Le jeu est supplémenté par une application qui fait qu'il y a une variabilité d'une partie à l'autre. Puis c'est aussi qu'on n'a pas besoin de maître du jeu pour vivre l'histoire du scénario. C'est presque un hybride entre un jeu de vidéo et un jeu de société, en fait. Parce que oui, on va avoir le board, le plateau avec nos figurines et tout, mais c'est l'application qui va gérer un peu qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va apparaître, puis les combats avec les ennemis, puis tout ça. Donc, un bel hybride entre deux médiums. Ouais. Donc, c'était mon top 5-6, Mansion of Madness et Cthulhu That May Die. On va maintenant passer au numéro 4. De mon côté, c'est le jeu Inish de Christian Martinez et des éditions Matago. Inish, c'est un jeu de contrôle de territoire, majoritairement. Donc, c'est dans un setting... on est un peuple celtique, époque Moyen-Âge, Antiquité peut-être. Donc, on est un peuple celtique qui explore l'île d'Inish. Donc, on a plusieurs clans qui arrivent en même temps et chaque joueur dans le fond contrôle un clan et le but du jeu c'est de devenir le roi de la nouvelle nation d'Inish. Ce qui est intéressant en fait c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner. Là, il y a 3 conditions de victoire, donc on a trois choses à surveiller pour chacun des joueurs et les actions qu'on fait dans le fond qu'on peut faire dans un tour, ça va être déterminé par les cartes qu'on va drafter ou repêcher. Qu'on va sélectionner au début du tour. Donc, c'est ça. J'ai un paquet de cartes, j'en prends une, je passe au joueur suivant, et il en prend une aussi, puis on fait tourner le paquet comme ça, puis on se monte une main pour le tour qui va nous dire ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut attaquer, ajouter des nouvelles troupes, etc., etc. Et chaque territoire qu'on contrôle va nous donner des actions supplémentaires qui vont être spécifiques à ces territoires-là. Ces territoires-là vont varier d'une partie à l'autre. J'ajouterais aussi que le jeu est vraiment superbement illustré, c'est très vibrant, c'est super beau, c'est des grosses tuiles. Le jeu a vraiment une belle présence sur la table et va faire des belles photos pour votre compte Instagram, par exemple. Si vous êtes ce genre de joueur-là. Mm-hmm. Moi, je joue pour les pics. As-tu quelque chose à dire sur Inish? À part que tu joues pour les pics. Ouais, non. Moi, j'avais... En fait, j'ai joué juste une fois à Inish. J'avais beaucoup aimé mon expérience. On avait juste joué à 2. Ce que j'avais aimé de jouer à 2, c'est que ça ressemblait un peu à... comme quand on joue à 2 à Citadel. Tu sais un peu qu'est-ce que l'autre joueur va avoir, puis tu joues un peu en fonction de ça. Puis tu peux jouer en réaction, à savoir qu'est-ce que tu lui laisses versus qu'est-ce que tu gardes.
Puis je trouve que ça ajoute un niveau de stratégie un peu plus élevé. Je sais qu'il joue à plusieurs, on peut jouer jusqu'à 5, je pense. 4 avec le jeu de base, 5 avec l'expansion. Mais c'est un bon point que t'apportes parce que ce genre de jeu-là, d'habitude, ça se prête pas super bien à deux, là, les jeux d'armée et de contrôle de territoire. À moins que ce soit des jeux exclusivement à deux. D'habitude, c'est moins fait pour les duels. Mais Inish est très différent à deux de plusieurs, mais quand même très bon. Et j'adore y jouer, peu importe le nombre de joueurs. Alors voilà pour mon numéro 4, Inish de Christian Martinez et Matago. Donc maintenant, j'en arrive à mon numéro 4, qui est le jeu War of the Rings, designé par Roberto Di Meglio, Marco Maggi et Francesco Nipitello. Est-ce que je le dis bien? C'est italien. Tu manquais de simagrée un peu. Ah, ok, ouais, je bougeais pas assez les mains. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un podcast, fait que personne ne va s'en rendre compte. Ah, nice. Et ça a été, ça a été publié par Arise Games. Donc, War of the Rings, c'est un jeu de conquête militaire où les forces du mal s'affrontent au peuple libre de la Terre du Milieu. Donc, on a un jeu de contrôle de territoire où on a des grosses armées qui se tapent dessus. Et en parallèle de ça, on a aussi la mécanique du porteur de l'anneau, de la communauté de l'anneau, qui doit aller détruire l'anneau à Mordor. Donc, pour gagner une partie, on peut soit aller détruire l'anneau, corrompre le porteur, ou bien faire des conquêtes militaires. Donc, il faut toujours avoir l'œil sur l'aspect militaire, mais l'aspect aussi communauté de l'anneau, parce qu'il faut pouvoir amener l'anneau à Mordor, puis il faut pouvoir traverser le Mordor et survivre pour pouvoir jeter l'anneau dans la montagne du destin. Donc, c'est intéressant parce qu'on part avec une situation qui est assez asymétrique. Les armées du Mordor ont plein d'unités, ils ont des armées fortes, ils sont prêts à se battre. On a à côté les peuples libres qui sont pas encore prêts à se battre. Dans certains cas, ils ne se battront pas. Il faut pouvoir les activer, les motiver à s'en aller au combat. Puis, ils vont avoir aussi un nombre d'unités qui est très limité par rapport au Mordor. Principalement que chaque perte du peuple libre est irremplaçable versus les armées du mal qui peuvent respawner ou régénérer des unités à volonté. À volonté, mais qui vont apparaître loin de l'action. Donc, ils vont prendre beaucoup de temps à revenir proches pour faire les attaques qu'ils ont besoin. Parce que du côté des peuples libres, on a moins d'armées, mais au moins quand ils apparaissent, ils sont tout de suite à l'endroit où on a besoin qu'ils soient la plupart du temps. Au début, on regarde le plateau, on se dit c'est un peu désavantagé pour les peuples libres, mais au fur et à mesure que la partie avance, justement, on voit que ça s'équilibre, puis le jeu est très bien équilibré en fin de compte. Donc, c'était War of the Rings, mon numéro 4. En numéro 3, c'est un numéro 3 commun, en fait, on a le même. Ça a longtemps été mon numéro 1, mais il a récemment été détrôné. Doublement. Mais détrôné... Ah! On a le jeu Game of Thrones, The Board Game. C'est un jeu qui est basé sur les livres de George R. R. Martin et non sur la série. Donc c'est un jeu qui était cool avant la série, imaginez. Donc on a la carte de Westeros. Chaque joueur incarne une famille. On essaie de prendre le contrôle du plus grand nombre de châteaux possible. En fait, il faut en conquérir 7 pour gagner la partie. La partie peut aussi se terminer après un certain nombre de tours. Puis là, c'est la personne qui a le plus de châteaux qui gagne. On a des armées à gérer, on a de la politique à gérer, on a des alliances à faire avec les autres joueurs parce qu'on est à peu près incapable de gagner des grosses batailles sans l'aide des autres. Ça, c'est en fait un des aspects les plus intéressants du jeu, c'est l'aspect politique. Avec qui on va être amis, pendant combien de temps, puis quand est-ce qu'on va trouver le bon moment pour les poignarder dans le dos pour gagner. Ben oui, parce que ça pourrait pas être Game of Thrones sans des poignards dans le dos. Donc c'est ça, c'est vraiment de prendre avantage des autres, de les backstabber au bon moment, quand ça nous avantage le plus. En plus, le jeu est super thématique, là. Chaque joueur va avoir une main de cartes qui sont en fait des personnages, qui sont des membres de la famille, qui sont des personnages importants dans les livres, et ces personnages-là ont des pouvoirs spéciaux qui nous rappellent un peu qu'est-ce que ces personnages-là ont fait dans l'histoire du livre. Le thème est super bien exploité, un peu comme pour War of the Ring qu'on a parlé précédemment. Ça fait vraiment honneur à la propriété intellectuelle duquel le jeu s'est inspiré. Donc c'est ça, Game of Thrones, notre numéro 3 commun, pour lequel on a tous les deux eu des moments merveilleux à se taper sur la gueule puis à se crier après, parce qu'on s'est fait poignarder dans le dos au moment où on voulait pas. Mon numéro 2, je dis que c'est mon numéro 2, mais c'est pas loin d'être mon numéro 1.
C'est encore une fois un jeu de contrôle de territoire. Il y a vraiment cette thématique-là qui revient dans mes jeux préférés. Ça a l'air que j'aime ça taper sur mes amis avec des grosses armées. Mais là, cette fois-ci, c'est dans une autre thématique. Quand on se battait sur la Terre avec des personnages un peu fantasy, là, on s'en va dans l'espace avec des Super Star Destroyers, avec Star Wars Rebellion, qui a été designé par Corey Konieczka et qui est publié par Fantasy Flight Games. Donc, dans Star Wars Rebellion, on retrouve deux factions, les rebelles et l'Empire, qui sont en train de se taper dessus pour pouvoir conquérir la galaxie. Ces deux factions c'est dans un système qui est vraiment asymétrique, dans le sens où on a encore une fois l'Empire qui a une armada fabuleuse et monstrueuse, tandis que les rebelles sont plus pauvres, on va dire. Ils ont beaucoup moins d'unités, leurs unités sont moins éparpillées à travers la galaxie. Puis on doit justement réussir à défendre la base rebelle puis s'assurer que l'Empire ne la découvre pas. C'est un jeu qui est très, très, très thématique. On joue les personnages des films, on joue des cartes actions qui représentent des événements des films, puis on recrée vraiment tous les événements de la première trilogie, des épisodes 4, 5 et 6. C'est un peu comme faire une fanfiction de ces films-là, parce que oui, toutes les cartes vont évoquer une scène iconique du film, mais ils vont tous arriver dans un ordre qui n'est pas tout à fait le même, puis peut-être pas les mêmes personnages. Où Leia va divulguer où était la base rebelle, finalement. Ça nous est arrivé tout le temps. Puis on a vraiment une tension qui gringue toute la game parce que l'Empire va vraiment s'expansionner, prendre la place sur le plateau, alors que les rebelles vont jouer un peu plus la tactique guérilla pour essayer de s'en sortir. Puis c'est un jeu qui ressemble quand même beaucoup à War of the Ring, là, mais dans une autre thématique. Donc, ce serait intéressant de mettre ces jeux-là en parallèle, peut-être dans un duel futur. Oh! Donc, c'était mon numéro 2, Star Wars Rebellion. De mon côté, pour mon numéro 2, on va changer complètement de thématique. Je vais parler du jeu Spirit Island de Eric Ross et des éditions Greater Than Games. Spirit Island, c'est quoi? C'est un jeu coopératif. Et ça se passe sur une île paradisiaque où les colons arrivent pour s'installer. Et contrairement à la majorité des jeux, on n'est pas ces colons-là, mais on est plutôt les esprits de l'île. On n'est pas des colons? Non! On veut chasser les colons. Donc c'est ça, on est les espèces d'esprits magiques de l'île qui veulent la protéger de l'envahisseur européen et qui vont travailler de concert avec les indigènes pour faire peur aux envahisseurs et les renvoyer chez eux. Ce qui est cool, c'est que chaque joueur va incarner un esprit distinct et va avoir des pouvoirs qui sont vraiment différents de ceux de tous les autres joueurs. Et en début de partie, on est vraiment faible, on fait juste éteindre les feux pour pas se faire overrun par l'envahisseur. On fait le strict minimum pour rester en vie. Puis au fur et à mesure que la partie avance, on va se développer, devenir de plus en plus fort. Puis à la fin, on est vraiment des dieux destructeurs qui vont relâcher toute leur puissance sur les envahisseurs, faire des méga gros combos de cartes qui vont permettre de détruire beaucoup de villes en même temps, puis de faire générer beaucoup de peur, jusqu'au point où on va gagner la partie en chassant l'envahisseur de notre île. J'ai trouvé ça vraiment cool comme aspect, cette espèce de progression-là qu'on a à mesure que la partie avance. Puis on a aussi la chance, selon l'esprit qu'on va prendre, qu'il y a vraiment un choix à faire justement dans la progression de notre esprit. Fait que même si on reprend le même esprit quelquefois, on peut choisir des chemins de progression un peu différents, puis ça altère justement l'expérience. Ouais, puis chaque esprit va vraiment jouer d'une façon différente. Fait qu'il y a beaucoup de rejouabilité là. Dans le jeu de base, il y avait une dizaine d'esprits. Avec toutes les expansions, il y en a maintenant 24. Il y a plusieurs adversaires qui ont changé la partie aussi. Donc, il y a de quoi s'amuser longtemps avec Spirit Island de Eric Ross et Greater Than Games. C'est maintenant le temps de passer aux choses sérieuses. Nos numéro 1 est l'éponyme Duel. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Sight. Et toi, Sam? Et moi, je vais vous parler de Guards of Atlantis 2, de l'auteur Artyom Nichipurov et les éditions Wolf Designer. C'est quoi Guards of Atlantis? C'est un jeu qui est inspiré des MOBA, donc des jeux vidéo Multiplayer Online Battle Arena. Mais dans ce cas-ci, ça va être un Multiplayer Offline Battle Arena. Les joueurs vont être séparés en deux équipes. Chaque joueur va sélectionner un héros. Encore là, une diversité de personnages. Chacun va avoir son style qui lui est propre, va avoir son propre deck de cartes. Il va vraiment jouer, ça va jouer différemment si on joue un héros plutôt qu'un autre.
Et le but du jeu, en fait, c'est d'amener son armée de minions au trône de l'autre équipe. Mais les minions, en tant que tels, n'ont pas ils vont pas bouger d'eux-mêmes. C'est vraiment les actions des joueurs qui vont déterminer qu'est-ce qui arrive aux minions et qu'est-ce qui arrive au combat de l'armée. Mais c'est un jeu qui est très confrontationnel aussi. On peut attaquer les autres joueurs. Et en fait, c'est une autre façon de gagner. Si on réussit à tuer les héros de l'autre équipe assez souvent, on peut gagner de cette façon-là. Ce qui est intéressant par contre, c'est que quand nous on se fait tuer, on peut rapidement revenir dans l'action. Donc ça va pas briser notre partie. Là. 2-3 tours plus tard, on est de retour. Mais là, si c'est un MOBA, est-ce qu'on se retrouve avec plein d'insultes racistes, sexistes et misogynes? Ça dépend avec qui tu joues. De mon côté, ça m'est jamais arrivé. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que j'ai aussi joué quelques parties de Guards of Atlantis avec toi, entre autres, la plupart. Ce qui était intéressant, c'est aussi la façon de jouer. Tout se joue avec des cartes qu'on a en main qui déterminent si on se déplace, si on attaque, si on fait des habilités spéciales. Et que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de hasard au niveau des dégâts. Je veux dire, quand tu joues une carte, il y a une valeur dessus. C'est cette valeur qui va être appliquée. Il n'y aura pas de facteur aléatoire qui va rentrer en jeu. C'est un no-luck game. Exact. Puis les cartes, en fait, vont nous servir, comme tu as dit, à se déplacer, à attaquer, mais aussi à se défendre. Donc, souvent, nos meilleures cartes vont être notre meilleure attaque, mais aussi notre meilleure défense. Donc, est-ce qu'on veut l'utiliser, être agressif, l'utiliser pour attaquer, ou la garder pour si on se fait attaquer par les autres? C'est vraiment des décisions déchirantes à chaque tour. On peut planifier notre tour avec nos coéquipiers, mais il faut le faire de façon ouverte. Donc, l'autre équipe voit et entend qu'est-ce qu'on veut planifier, donc peut réagir en conséquence. Et une fois que les cartes sont révélées, dans le fond, à chaque tour, chaque joueur va sélectionner une carte face cachée. On révèle les cartes selon l'initiative qu'il y a sur celle-ci. Ça va décider dans quel ordre les joueurs vont agir. Et un coup que les cartes sont révélées, on n'a plus le droit de se consulter et de se parler. On est tout seul, puis on espère faire ce que notre coéquipier veut qu'on fasse pour l'aider. Donc ça empêche d'avoir des discussions interminables sur qu'est-ce que tu devrais faire pendant ton tour. Ça empêche d'avoir un alpha player ou un quarterback qui dit à toute l'équipe quoi faire, qui gâche un peu le fun des autres. Puis dans le fond, c'est à ce moment-là où quand un joueur fait pas ce que tu penses qu'il va faire que tu peux l'insulter. C'est là que viennent les insultes du MOBA. Exact. OK. C'est un jeu qui est pas encore sorti. En fait, moi j'y ai joué beaucoup parce que j'ai fait partie du groupe de playtesters du jeu. Donc j'ai participé au développement. À chaque semaine, presque, il y avait une carte ou un personnage qui changeait un peu. L'auteur avait déjà un système solide avec Guards of Atlantis 1. Cette deuxième édition-là vient rajouter beaucoup de nouveaux personnages, vient rebalancer ceux qui existaient déjà et on a vraiment éliminé tous les mauvais côtés qu'il y avait au premier jeu. Donc c'était beaucoup plus punitif quand on mourait, les parties étaient un peu trop longues. Donc on a réglé ces problèmes-là. Puis on a un jeu qui est vraiment bien développé, bien poli. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Puis le jeu arrive bientôt, puis j'ai vraiment hâte d'y jouer en version physique parce qu'à date, presque toutes les parties que j'ai jouées étaient en virtuel sur Tabletopia. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir ma copie, d'inviter mes amis, de faire un gros LAN party pour jouer à Guards of Atlantis 2. OK. Fait que tu t'es bien défendu. Mais je pense que mon jeu est quand même plus intéressant. Moi, de mon côté, je vais vous présenter Sight. Sight, qui est un jeu hybride où on a du contrôle de territoire, oui, mais c'est pas... Puis on a des armées qui vont se taper dessus, parce que j'adore ça. Mais là, on a une thématique qui s'ajoute à ça. On a le engine building qui est important. À chaque tour, on va jouer... dans le fond, on est dans un univers un peu steampunk, un peu aussi post-apocalyptique. En gros, il y a eu une grosse guerre en Europe, tout a été détruit. C'est pas Europe, c'est Europa. Europa. Mais en tout cas, il y a une thématique européenne assez grosse. Là. Il y a des factions, on dirait que c'est des Russes, c'est clair. Il y en a que c'est des Français, je pense. Non. Mais ouais, c'est une espèce d'univers alternatif là, où on reconnaît les... On voit les allusions, c'est ça. On sait que la faction rouge, ils sont russes, puis c'est évident. Donc c'est ça, donc on est dans cet univers-là, l'Europe un peu détruite suite à la guerre, puis on a des factions qui essayent de prendre le contrôle de ce qui reste. Donc les factions se sont construits des gros mechs, des gros robots armés dans le fond, puis ils vont utiliser ça pour se taper dessus, puis essayer de prendre le contrôle.
Il faut gérer plusieurs éléments de victoire parce qu'on ne peut pas gagner seulement militairement ce jeu-là. Le militaire, en fait, peut occuper une bonne partie, mais c'est pas le corps du jeu, c'est pas le cœur du jeu. C'est vraiment plus la gestion de ressources puis comment on construit notre machine. J'ai entendu ce jeu-là être décrit comme un mouton dans une peau de loup. C'est comme une expression en anglais, sheep's in a wolf clothing. Un wolf in a sheep clothing. Ah, ok, ouais, c'est ça. Un loup qui essaie de se faire passer pour un mouton, mais ce jeu-là, c'est un peu l'inverse. Que oui, tu sais, il y a les mecs, ça a l'air des grosses affaires de bataille d'armée épique, mais au final, le cœur du jeu, c'est vraiment la gestion de ressources. Puis un peu le contrôle. Ben oui, le contrôle du territoire, mais c'est plus comme. Ce qui est important, c'est la menace du combat plus que le combat lui-même. Ouais. Fait qu'on a beaucoup d'éléments à gérer. On a un aspect aussi popularité parce qu'on a des événements qui vont se passer sur la carte. Puis en fonction de comment on va répondre à ces événements-là, on va être plus ou moins populaire, on va gagner des ressources. On va essayer aussi, on a une course pour atteindre ce qu'on appelle l'usine, la factory, qui donne un avantage en fin de partie, puis qui donne aussi un avantage pour le reste de la partie si on est le premier à aller l'atteindre. Il y a aussi, c'est un jeu qui a aussi beaucoup d'extensions, qui s'est amélioré aussi avec le temps, qui rajoute des factions supplémentaires. On a un mode de campagne entier qui est ajouté dans une des extensions. Puis c'est un jeu aussi que, malgré toute la complexité qu'il peut avoir quand on le regarde ou quand on nous l'explique, quand on a notre tableau devant nous, quand on a notre board, puis tout est bien défini, tout est bien expliqué, c'est clair comment ça se passe, puis c'est simple à prendre en main quand même. Ouais, chaque joueur a son petit plateau en beau carton avec... dans le fond, il est un peu en 3D, il y a des spots pour aller placer nos ouvriers, nos bâtiments, puis tout fit au bon endroit. Là. C'est un peu comme un petit casse-tête pour enfants. Là. On met les petits carrés dans les carrés. C'est réducteur un peu. Non, mais... C'est juste pour dire qu'il y a des trous pour mettre les blocs. Oui, c'est ça. Chaque chose à sa place. C'est facile de savoir qu'est-ce qui va où, justement. Après ça, on prend des choses d'en haut, on les amène en bas. Ça fait que nos actions nous coûtent moins cher et sont plus efficaces. Et ce qui est cool aussi, c'est que d'une partie à l'autre, justement, on a notre plateau d'action ne sera pas le même, on ne sera pas avec la même faction, ça va changer. Ça fait que d'une partie à l'autre, on n'adoptera pas la même stratégie. Ça fait qu'on va pouvoir aussi essayer des choses, des fois, parce que les combinaisons factions puis plateau économique vont te pousser à aller vers une stratégie plutôt qu'une autre. C'est vraiment cool. C'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être joué. Je suis d'accord. Bon, maintenant, on va parler de Guards of Atlantis 2 un petit peu. Là, on a parlé de MOBA. Là, un de mes points qui est un peu plus... qui est un peu négatif, c'est quand on approche ce jeu-là en étant un nouveau joueur, on est quand même pas mal désavantagé par rapport à un joueur qui est vraiment très expérimenté parce qu'on a l'aspect un peu méta. Quand tu contrôles, quand tu connais les personnages, tu as un certain avantage parce que tu sais quel personnage peut attaquer de loin, quel personnage peut bloquer. Tu sais un peu les cartes. Fait que j'imagine que là, ici, Sight est un peu plus approprié parce que on n'a pas trop cette différence-là au niveau du niveau de joueur quand tu joues à... Oh non, je suis pas d'accord. Un joueur expérimenté de Sight va complètement démolir un débutant. Puis il va avoir fini la partie avant que le débutant ait même fini de commencer à builder son engine. Puis, dans Guards of Atlantis, ils ont pensé à ça parce qu'il y a des cartes handicap qui existent, qui sont en fait utilisées si on a un nombre impair de joueurs. Chaque joueur, dans le fond, dans l'équipe qui a plus de héros, va avoir ces cartes handicap-là. Donc, on a une version un peu moins forte de chaque héros pour balancer la chose. Et si on a un joueur qui est vraiment plus expérimenté que les autres, ben même si on est un nombre pair, ce joueur-là peut jouer avec cette version un peu moins bonne. C'est en fait juste une des 5 cartes qu'on remplace. Et juste ça va permettre de niveler tout le monde. Donc c'est ça, ton point ne tient plus. Pas tout à fait convaincu, mais ça reste que Sight peut se jouer avec un nombre de joueurs pair, impair. C'est plus facilement, justement. Il n'y a pas de question d'handicap qui pourrait quand même changer l'équilibre du jeu. C'est un peu plus simple. T'sais, on ne désavantage pas un joueur si on joue à moins de joueurs. Ou à plus. En fait, je m'étais dit, genre, je vais donner mon point négatif à Guards, puis toi, tu vas pouvoir donner un point négatif à Sight. Ouais. Mais c'est dur de trouver un point négatif à Sight. C'est ça le problème. C'est tellement un bon jeu. C'est un bon jeu, mais tu peux
le résoudre, si on veut. Dans le fond, si tu trouves la stratégie... Dans le fond, chaque faction avec chaque... Ouais, c'est sûr qu'il y a des combinaisons qui sont vraiment plus efficaces que d'autres. Ben, un peu, mais je pense que ça, c'est quand même bien balancé, mais chacun va avoir comme sa stratégie gagnante, puis quand j'ai cette combinaison-là, je dois, au tour 1, faire telle affaire, au tour 2, faire telle affaire. Donc, quand on arrive à un certain niveau, tu sais, le jeu est bien le temps qu'on découvre toutes ces choses-là, mais un coup qu'on a bien maîtrisé le jeu, j'ai l'impression que ça va être un peu toujours la même chose. On sait c'est quoi la stratégie, on la fait, puis mais c'est le fun de la découvrir, puis il y en a plein là, dans le jeu de base il y a 5 factions, 5 plateaux, donc 25 combinaisons. Donc c'est ça va être long avant qu'on découvre les stratégies de tout le monde, mais en même temps le jeu est pas tant complexe, puis les différences sont pas si grandes que ça entre les factions, qu'un coup que t'as trouvé celle qui marche, c'est facile de l'adapter. Mettons, si j'ai les rusivettes, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis là, dépendamment de quel plateau j'ai, je vais faire quelques petits détours dans cette stratégie-là, mais j'ai une ligne directrice qui est quand même forte. Tandis qu'avec Guard, il y a 22 personnages, chacune... 22 avec toutes les extensions. Le jeu de base, il y en a 7. Oui, mais je le recommande avec au moins une expansion, donc là on est déjà à 12. Mettons qu'on prend juste le 2 contre 2, le personnage que j'ai va vraiment changer comment ma game joue. Le personnage qui est mon allié va vraiment changer comment que la façon joue, la façon que je joue. Qui est mon adversaire va vraiment... C'est qui la paire, tel héros contre tel autre héros. En plus, chaque personnage, dans le fond, au fur et à mesure que la partie avance, on monte de level, on modifie notre deck, build notre personnage, on a des stats qui augmentent, on a des cartes qui changent. D'une partie à l'autre, même un même personnage peut avoir des builds complètement différents. Dans le fond, on a 3 cartes qui ont chacun 2 branches possibles. Ça fait beaucoup de combinaisons de level up possibles. L'ordre dans lequel on les fait est important aussi. Donc je trouve qu'il y a plus de variété, plus de rejouabilité. C'est un jeu que j'ai joué près de 200 fois. J'ai pas encore fait le tour. Je pense pas que je me rendrais à 200 parties de site. Je me tannerais avant. Là, tu parles de rejouabilité. Là, ici, on a dit que dans le jeu de base de site, on avait 5 factions, 5 boards économiques. Mais quand on ajoute les extensions, encore une fois, c'est aussi le cas dans Guards of Atlantis, mais on ajoute des factions supplémentaires. Et on a aussi une extension qui change justement comment est structurée la carte. Fait que là, on ajoute encore plus de variabilité parce que là, ton schéma de quand j'ai telle combinaison de factions et d'économies, il faut que je fasse telle stratégie. Là, ici, ça va changer parce qu'on n'aura pas accès aux mêmes ressources. Parce que normalement, chaque faction commence dans un point déterminé sur la carte qui a accès à X et Y ressources. Là, quand on arrive dans le board modulaire, dans le plateau modulaire, on change un peu la partie. C'est que là, on n'a plus accès aux mêmes ressources, la carte est structurée de façon différente, on doit ajuster notre stratégie. Fait que là, on ajoute justement de la variabilité au jeu. Mais tu parlais que c'est intimidant pour les nouveaux joueurs tantôt, mais si tu veux jouer avec cette expansion-là de site, où il faut que tu construises ton plateau au début pour avantager ta faction, on s'entend que tu peux pas faire ça avec des débutants non plus. Ouais, ou tu montes le plateau avant qu'il arrive, puis ils sortent jamais. Ouais, ben là, tu vas t'avantager. Side se vend d'être un jeu qui est balancé. Le plateau a été pensé pour que chaque ressource disponible à chaque faction soit... Chaque faction ait autant de chances de gagner. Mais là, si tu le montres toi-même, je te fais pas confiance pour pas t'avantager au début. Ouais. Moi, dans Guard aussi, ce qui peut accrocher, c'est que tu peux perdre la partie facilement en fin de game à cause d'un mouvement qui n'a pas été coordonné. Ça m'est arrivé quand même quelques fois. Le plan était dressé. J'avais dans la tête qu'est-ce qui allait se passer, puis on devait gagner si ça se passait comme ça. Mais là, ça prend un joueur, vu qu'on n'a pas le droit de communiquer une fois que les cartes sont révélées, ça prend un joueur qui fait pas exactement le mouvement que tu avais imaginé pour que la partie soit perdue. Et qu'au final, ce soit pas de ton ressort. C'est à cause de ton équipier que tu as perdu. Ça, c'est sûr que c'est un peu ce qui se passe aussi dans les MOBA de façon générale, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Ben, c'est quelque chose qui peut arriver avec n'importe quel sport ou jeu d'équipe. Là. On gagne ensemble, on perd ensemble. Mais tu peux pas tout contrôler. Mais moi, je trouve que c'est une des forces du jeu que, justement, peut avoir mené, entre guillemets, toute la partie à avoir eu le dessus sur l'autre équipe, mais t'as toujours une chance de revenir, puis justement, ça prend juste une erreur de l'autre bord, puis
un bon jeu de ton côté pour que tu sois de retour dans la partie. Puis même si tu pensais pas que tu allais pouvoir gagner, ben à la fin, tu reviens, puis là, c'est... La victoire n'est que plus savoureuse. Donc, je pense que ça conclut notre petit débat. Fait que c'est maintenant votre tour de prendre la parole. Écrivez-nous, boardgameduel@gmail.com. Dites-nous qui a gagné le premier duel. Êtes-vous #Team Vince Avec Sight, ou #Team Sam? avec Guards of Atlantis 2. Dites-nous, c'est quoi votre top 5 à vous? C'est quoi vos jeux préférés? On va aussi poster sur nos comptes Facebook, Instagram, des sondages pour savoir qui a gagné le duel. Si vous voulez pas nous prendre le temps d'écrire un courriel, c'est bien correct. Mais au moins, allez voter pour votre favori de ce tout premier Board Game Duel. Donc, sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine. C'était Sam. Et Vince. Bye bye! À plus! Puis, comme dans la plupart des jeux d'atout, il va y avoir... la plupart des jeux d'atout. La plupart des jeux de levée. Des jeux de levée, il y a un atout. De mon côté, mon numéro... De quoi? J'ai comme roté dans le micro. Donc là, je pense qu'on arrive maintenant au concurrent. J'avais juste contender. C'est ça. Mais dans le cas qui nous intéresse, ça va être un offline Battle Arena. Fait qu'un OBA. Ouba? Non, c'est un MOBA. C'est quand même un multiplayer. Ah, ben oui. C'est le O de online. Ouais, non, j'ai fait une gaffe, là. On coupera ça au montage. En fonction de meeple qu'on va trouver dans... On peut-tu recommencer?